Bonjour tout le monde, Catherine Lavoie, Action Coach Performance. Aujourd'hui, pour l'entrevue sous les projecteurs, je reçois Christian Gagné, qui est un PDG à la retraite et auteur. Merci Christian d'être avec nous aujourd'hui. Donc, j'ai rencontré Christian dans des échanges sur les plateformes numériques et on a fait une belle rencontre et j'ai invité Christian parce que je pense qu'il y a une belle histoire à raconter. Puis j'aimerais ça, Christian, que tu nous expliques ton parcours. Tu sais, t'as quand même une belle carrière comme gestionnaire, le côté auteur, entrepreneur. Ben écoute, c'est sûr que mon parcours est pas atypique parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ce que j'ai fait, mais j'ai commencé comme tout le monde sur le terrain et j'ai été cuisinier en commençant dans ma carrière. Puis évidemment, j'ai migré vers la criminologie aux études d'Ottawa. Après ça, j'ai été embauché comme intervenant puis jeune gestionnaire au début des années 90. Puis depuis ce temps-là, j'ai fait de la gestion dans le réseau, gravissant tous les échelons d'intervention puis de gestion dans le réseau de la santé et des services sociaux jusqu'à celui de PDG. Donc, j'ai vu à peu près toutes les étapes. Parallèlement, j'ai mené une carrière en enseignement pendant 34 ans, donc 17 ans en criminologie à Ottawa, puis 18 ans côté de l'École nationale d'administration publique, notamment dans l'analyse et le soutien des cheminements de carrière. Donc, ça m'a permis de maintenir un spectre assez large. Puis dans les années 80 puis 90, un peu jusqu'à mi-2000, j'ai démarré une dizaine d'organismes et mouvements communautaires, surtout dans l'Outaouais, dont la majorité persiste toujours aujourd'hui, dont des entreprises écoles, une école pour décrocheurs scolaires, puis deux milieux de loisirs dans les milieux ruraux du côté de la Petite Nation, puis du côté du Pontiac, notamment à Fort-Coulombe. Donc j'ai fait un parcours un petit peu éclectique assez large. Et puis, j'ai touché à différentes formes, disons, à la fois d'entrepreneuriat, puis aussi, surtout, là, de gestion publique. Excellent, merci. Puis, à travers ton parcours, ça a été quoi le fil conducteur? Tu sais, la petite fibre qui t'a amené à dire, OK, là, je prends ce projet-là, je prends ce projet-là. Parce que, tu sais, il y a eu plusieurs opportunités qui t'ont été présentées, mais ça a été quoi ton fil conducteur ou la façon que tu prenais tes décisions pour embarquer dans un projet et dire oui, par exemple? Moi, je suis un acteur emballé. Je dis pas que je réagis à n'importe quoi, puis que je vais investir spontanément dans n'importe quoi, mais j'ai toujours été devant une cause qui m'anime, qui me motive. J'ai toujours été porté à y aller. À un moment donné, je me suis ramassé dans le fond d'un champ avec un ballon, puis j'avais une trentaine de jeunes autour de moi. Je me suis dit, ça se peut pas qu'à Fort-Coulon, j'ai pas de centre de loisirs. J'en ai parti un. Et puis, le centre de loisirs de Fort-Coulon, je demandais le patron de Fort-Coulon, j'avais plus de budget que les centres de loisirs du milieu urbain Gatineau. Alors, j'ai toujours été comme ça. Les causes que j'ai prises, les mandats que j'ai pris, j'ai toujours mis mon maximum dedans. Mm. Évidemment, c'est pas toujours rigolo. On rencontre pas toujours de la facilité, même au contraire. Quand j'ai démarré l'école pour des décrocheurs scolaires du côté de Gatineau, ben, les jeunesses, on a travaillé 10 ans pour démarrer ça. Là. Puis c'était à contrario de toutes les sources de financement, de tous les mouvements. Finalement, on a fini par le démarrer. Il y avait même une entreprise école là-dedans. Il y avait une école de cuisine. Il y avait un centre de menuiserie comme plateau de travail. Mais dans le secteur public, ça a été pas mal toujours la même chose parce que quand j'ai pris un poste, j'ai toujours cherché à apporter ma plus-value là où j'étais. C'est-à-dire au moins générer mon salaire en retombée directe, mais le multiplier par 10, par 20, par 30 en retombée indirecte, par une gestion la plus possible centrée sur les besoins des usagers, puis en même temps la performance des entreprises, des organisations dans lesquelles j'ai trempé. Donc pour moi, ça a toujours été une valeur centrale. Un concept concret que vous pourriez peut-être donner un conseil, pas un concept, mais un conseil concret, ce serait quoi par rapport à l'aspect financier? Parce que souvent, les struggles que les jeunes ou les entrepreneurs vont rencontrer, c'est trouver des moyens de financer leurs idées. Parce que, à quelque part, vous avez lancé des projets, vous l'avez dit, vous avez eu des bons montants pour être capable de gérer votre centre des loisirs. Ça a été quoi votre truc pour aller chercher ces dollars-là? Ben, moi, il y a dans le fond, dans ce genre de mouvement-là, il y a deux sens où on peut le prendre. C'est-à-dire monter un super plan puis attendre le super plan. Quand je suis arrivé là-bas, moi, dans les deux, trois choses que j'ai pu faire, mais il y a toujours un super plan, même dans le secteur public, dans les derniers enjeux. Là, je veux dire, ou bien tu t'attends que la subvention arrive, ou bien tu fais une démonstration que ta chose est possible, au minimum, à très, très, très faible coût. Et puis, ben ça, il faut toujours investir un peu, même dans ces mouvements-là. Moi, j'investissais de ma poche de temps en temps. Tu sais. Mm. Ça prenait une photocopieuse. Je faisais pas, je signais pas une réquisition pour aller me chercher du financement pour une photocopieuse. J'allais voir la compagnie, je la louais, puis fini là. On passait à d'autres choses, puis c'était personnel. Je veux dire. Donc, au niveau de l'entreprise, c'est un peu ça, mais
faut pas se lancer à tout azimut. Il faut avoir un but, mais faire une démonstration d'une occupation des jeunes, faire une démonstration de mécanisme de santé qui fonctionne bien, ça ne s'appelle pas s'engager pour des millions de dollars dans un coup. Ça s'appelle assumer un certain risque de la capacité qu'on a de réaliser ce qu'on est en train de faire. Mais si on a la conviction de le faire, puis si on est motivé, il y aura peut-être quelques erreurs, mais à terme, les choses vont démarrer, puis les choses vont avancer. Et ça a toujours été mon leitmotiv. C'est qu'à un moment donné, par contre, puis j'ai toujours été emballé par les gens d'affaires qui font ça. Là, tu pars ton entreprise, puis tu innoves, à un moment donné, tiens, tu attrapes un gros contrat dans une plus grande entreprise, puis là, les gens grandissent comme ça avec les leurs. J'ai toujours été emballé par ça. Et le secteur public, souvent, on est un peu comme ça aussi, on avance, puis à un moment donné, je veux dire, quand tu gères un secteur qui est engorgé, puis qu'il y a de la liste d'attente, ben là, c'est l'ingéniosité qui fait que ton secteur va reperformer. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Et là, il ne faut pas que tu sois un frein à l'innovation, il faut que tu sois un propulseur d'innovation parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient de voir, on devrait peut-être procéder comme ça, on devrait peut-être donner des congés plus rapidement, on devrait peut-être intervenir de façon sécuritaire, mais différemment. Et là, je veux dire, tu prends ça, puis tu dis, écoute, essayons-le, on verra. Puis quand on a la conviction des choses qu'on entreprend, très souvent, les choses lèvent. Il y aura comme on dit, la mayonnaise va prendre. Il y aura quelque chose qui va arriver dans la Chine. Et pour Ouais. moi, ça a toujours été ça. Bon, ça prend un petit peu d'audace. Mais c'est le mot-clé. Là. Disons, s'il y a un mot-clé que j'aurais là-dedans, là, il y a un niveau d'audace qu'on doit avoir pour mettre les choses en avant, pas les mettre en arrière. Euh, Ça prend quoi à certaines catégories de personnes? Bon, ben, une fois qu'on a ça, à un moment donné, j'étais dans une région, puis les gens avaient besoin d'un territoire, d'une ferme pour des personnes handicapées. Ben là, je dis, vous attendez quoi? Ils ont dit, on attend une subvention. Je dis, non, c'est pas comme ça que vous allez travailler. Là. Vous allez aller voir le maire de la ville, là, puis on va monter un groupe, puis on va leur mettre la terre là, dans la tête, avec les personnes qui circulent dessus, dans leur chaise roulante, avec le sourire. Puis là, vous voyez ça, prévisualisez ça. Là. C'est vers ça qu'on s'en va. Mais ils l'ont eu leur terre. Parce que c'est même pas eux qui ont fait les démarches, c'est la municipalité qui l'a fait. Puis ils l'ont leur terre. Alors, pour moi, c'est un c'est toujours de quel sens on prend les choses. Partir, faire un petit profit de 10 c'est partir pour faire un petit profit de 10 À un moment donné, tu vas en faire 1000, peut-être 10 000. Et puis, il y a un petit peu d'investissement à faire. Puis, les grands visionnaires du milieu des affaires actuellement nous disent que euh, c'est mieux d'avoir risqué, d'avoir commis quelques erreurs que d'avoir regretté de ne pas avoir risqué. Alors, quel risque? Mais là, c'est quel niveau de risque on doit prendre? Et je pense que c'est là-dedans qu'on doit se situer. Ouais, puis tu sais, je pense que tu sais, dans les rencontres que je fais de gens qui sont beaucoup dans l'innovation et la technologie, c'est un peu ça. C'est au début, ils attendaient pour la grosse subvention puis le gros financement. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui vont dire, OK, on fait un projet pilote, on va tester sur le marché avec une clientèle cible. Là, on va pouvoir ajuster notre produit, montrer que ça fonctionne, ça donne certains résultats, puis après, on va pouvoir aller chercher les gros montants. Fait que, tu sais, ceux que je rencontre qui réussissent, c'est exactement le petit 10$ qui va faire un 1000$, qui va faire des centaines de milliers de dollars. Puis l'innovation, puis les gens qui sont dans ce domaine-là, ben il y en a, c'est vraiment polarisé parce que tu as les deux catégories. Fait que c'est pour ça que je voulais vous entendre parce que ça reste que c'est pas nouveau l'innovation. C'est un mot qui est comme plus la saveur du moment, mais ça a toujours fait partie de l'évolution de notre société. Puis, à quelque part, oui, c'est accéléré maintenant avec les accès technologiques, puis tout ça. Puis, la pandémie qu'on a vécue, ça a accéléré certaines affaires aussi pour l'acceptabilité de tout ça. Mais comme vous dites, en 90, c'était ça, puis c'était d'innover, puis d'arriver avec une façon de faire qui est différente, mais de faire, prendre et agir. Fait que, Puis nos convictions, je veux dire, moi, à un moment donné, il y a des évidences autour de nous. Pour aller de point A au point B, ça prend un, deux, trois, quatre, évidemment. Mais un petit peu de compétence, la connaissance maximale d'un secteur, je veux dire, il faut que tu connaisses ton secteur d'activité. Es-tu capable d'appréhender les risques, les principaux et qui sont importants et qui pourraient être menacés? Anticiper les choses qui pourraient mal aller, mal fonctionner. Bon, une fois que tu as réglé ça, là, tu tu peux regarder en avant. Puis il y a des compétiteurs dans tous les secteurs, dans le secteur public comme le ouais. secteur privé. Il y a des gens qui peuvent aller plus haut que certains autres. Il y a toutes sortes de choses. Mais pour moi, là, l'important, c'est de s'établir une ligne, puis de foncer, puis de ménager nos partenaires, ménager nos connaissances, puis pas laisser de traces négatives. Mais ça ne veut pas dire ça de ne pas aller rapidement. Là. Je veux dire, il y a des façons de travailler.
Puis, ben, qu'on le veuille ou non, hein, c'est une question de travail. Dans des projets où je me suis impliqué très souvent, moi, j'étais jour et nuit là-dedans. Puis, ça prenait un texte le lendemain, je n'étais pas pour demander à quelqu'un d'écrire le texte. Alors, j'écrivais le texte pour que les ambitions soient claires, puis que les gens l'aient. Alors, dans les jours suivants, les gens avaient un texte. C'était pas un plan d'affaires, mais il y avait un texte de 3-4 pages qui était très bien fait, qui venait répondre à leurs besoins. Et puis, à un moment donné, j'avais rencontré une équipe quand j'étais dans mon établissement, puis je voulais transformer des services à un certain niveau. Alors, je les ai rencontrés, je dis, tu sais, que ce serait quoi, blablabla. Puis là, j'avais pas d'idée très claire, mais je les écoutais. À un moment donné, je suis arrivé chez moi, là, puis je suis assis à 6 heures le soir, puis à 2 heures du matin, je terminais un texte. Le lendemain, j'ai dit, c'est ça qu'il faudrait faire. Et tous été très surpris. Mais quelques mois plus tard, ils sont arrivés avec un plan d'action qui collait, puis les choses allaient de l'avant. Alors, ça prend une impulsion, très souvent. Il faut être capable de la donner, soit pour sa petite entreprise, puis pour les personnes qu'on va aller, auprès desquelles on va aller rendre service, mais souvent auprès d'un grand groupe, quand les gens voient qu'il y a une structure, mais que l'ouverture pour que les gens puissent s'exprimer, puis s'impliquer, on crée un mouvement. Et là, c'est une force qu'on a à contrôler pour pas que ça aille trop loin, trop rapidement, mais c'est une force. C'est clair comme ça. Tu sais, parlant de force puis de mouvement, euh, on s'est parlé un petit peu avant, puis vous m'aviez parlé de, tu sais, la pandémie. Tu sais, vous avez été au cœur des opérations, puis il est arrivé plein de situations. Puis tu sais, j'ai réalisé que oui, tu sais, vous avez pris des risques, vous avez fait des choses. Tu sais, est-ce que vous avez eu des takeaways de ça, des apprentissages, puis que vous pourriez nous montrer avec un exemple concret de ce qui s'est passé pour appuyer ce que vous venez de nous donner comme exemple? Bien, c'est sûr que dans les exemples concrets, je ne pourrais pas aller trop loin, là, mais l'idée, c'est le style de leadership d'une gestion de crise doit être modifié. Et dans une gestion d'opération normale, bon, il y a des mécanismes de contrôle, il y a des mécanismes de gestion qui sont là, qui sont installés, qui fonctionnent. Et dans une gestion de crise, c'est différent parce qu'on passe au top-down, on passe à une autorité plus ferme, on passe à des mécanismes de contrôle qui réduisent la relation de confiance à une relation d'autorité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'exige que ça soit fait 1, 2, 3, 4, et je vais vérifier dans 24 heures si ça c'est fait. Et il faut s'adapter, non pas dans, dans un mois, parce que la crise est immédiate. Et la pandémie, même si elle n'a pas été immédiate, pour moi, elle a été immédiate parce que Mm. moi, j'ai été un des premiers milieux visés par ça. Alors, c'est sûr que la mise en place de la structure de crise fondamentale, il y a une série de règles qui sont à maîtriser. Puis d'ailleurs, je suis en train de produire mon 3e livre là-dessus. Il y a des choses qui sont à travailler d'avance. C'est pas vrai qu'on gère une crise à partir d'aujourd'hui. On la prévoit, la crise. On est Mm. en train, moi, c'est sûr que c'est une chose que je me préoccuperais davantage, c'est de mettre en place la structure de crise avant, Mm. qu'elle soit permanente, qu'elle soit ni dormante, ni active, mais entre les deux, en formation, en exercice, en connaissance d'information, à la fine pointe de tout ce qui existe comme information dans le secteur d'activité donnée, et avec un inventaire préétabli de tout ce qu'on peut utiliser, tout ce qui peut être pris en charge au moment et comment on doit le faire. Et ça, là, la pandémie nous a appris ce genre de choses-là. Je veux dire, c'est clair que dans mon organigramme, moi, je n'avais pas de cellule de crise permanente, Mm. cellule de mesure d'urgence, j'en avais une, mais elle se déployait au moment où il y avait une situation d'urgence. Par exemple, une inondation, une crise d'électricité, une perte d'électricité dans un secteur pour un hôpital. Euh, bon, ça, c'est des choses, là, mais lorsqu'arrive une crise comme celle qu'on a vécue, ben là, évidemment, ça prenait une organisation très, très robuste. Et ça, on a tous appris comment développer ce genre de système-là. Mm. Et vous savez, le système de la caserne de pompiers, là, tu ne deviens pas pompier le jour qu'il y a un feu. Tu es pompier avant. Tu es formé, tu as des Entraîne. exercices. Mm. Tu fais rouler tes camions. Tu vas passer les camions qui ne sont pas sur le code, là. Ben, ces camions-là sont en train de roder leur mécanique. Ils stationnent leur camion de la bonne façon. Ils font en sorte qu'en dans 3 minutes, ils sont rendus sur un site d'incendie, ils sont en train de combattre l'incendie avec les bonnes méthodes, sans aucune témérité, puis avec une capacité d'éliminer l'incendie. Alors, je pense que pour moi, ce modèle-là m'a beaucoup habité, puis Mm. c'est sûr que dans le changement de méthode, là, on a s'inspirer de ce genre de choses-là. On était moins habitué à ça. Puis, par contre, on s'y est habitué rapidement. Je peux vous dire que
À cours de première vague, on avait une cinquantaine de maisons qui avaient de la contamination. Toute l'équipe où j'étais a ramassé ça de façon exemplaire à un moment donné, puis c'est revenu. Mais je pense que c'est dans notre capacité. Et puis aussi dans le leadership de crise. Euh, on change de portrait, on change. Plus la crise est importante, plus on doit changer de méthode de structure de gestion. C'est clair comme ça. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui peuvent gérer un contexte de crise que des opérations normales. Il y en a qui peuvent faire les deux, mais ce n'est pas tout le monde. Puis ça aussi, je l'ai appris. Alors, c'est pas parce que tu ne fais pas confiance en quelqu'un, mais tu t'aperçois que quelqu'un n'a pas l'acuité nécessaire pour pouvoir réagir en moment de crise. Alors là, il faut que tu dépistes les bonnes énergies autour. Puis l'équipe de crise, elle doit être dépistée d'avance. Comme ça, ces gens-là sont habitués de travailler ensemble. Ils ont une cellule à elles, ces personnes-là, et ils ont des mécanismes de communication qui sont très clairs, puis ils possèdent leurs instruments. Et là, ben, ça devient comme. Ils l'auront pas plus facile, là, parce que une crise, c'est jamais facile, mais au moins quand tu es prêt, tu Mm. réagis de façon constructive, puis tout de suite, tu interviens de manière extrêmement rigoureuse. Ouais. Tu sais, je pense que, tu sais, ce que vous donnez comme exemple, c'est bien. Tu sais, je le vois, tu sais, il y a une équipe SWAT pour s'occuper des unités spéciales quand il y a une situation policière. Même dans le sport, tu sais, il y a des unités Ouais, spéciales. OK, on est ouais, ouais. en désavantage numérique. Ben là, on a notre unité spéciale. Au football, même affaire. Fait que, tu sais, est-ce que l'unité spéciale va être habilitée à gérer une situation particulière? Oui. Donc, elle est formée pour ça. Puis ce que vous dites, Ouais. c'est pas nécessairement d'avoir la même équipe sur la gestion de crise que la gestion des opérations régulières. Moi, je pense que le parallèle, il est super simple à faire, puis de souligner ça à tous les types d'entreprises, parce que oui, ça se passe du côté public, mais en entreprise aussi. Tu sais, si, exemple, moi, dans le domaine de la radio, c'est arrivé que les animateurs parlaient d'un sujet X, puis là, ouf, ça éclate au grand jour, là. On a des problèmes avec nos clients qui ne veulent plus être endossés. Tu sais, on gère tout ça, puis c'est quand on vit une situation, puis on dit, OK, la prochaine fois, on va adresser, puis on va faire le plan. Mais comme vous l'avez dit, des fois, d'avoir le plan avant, ça aurait peut-être aidé à prévenir puis mieux gérer la situation parce qu'on Je dis aurait pas qu'on n'avait préparé pas de aussi. plan, mais ce que je dis, c'est que dans le fond, Ouais. il faut que la gestion soit déjà en marche depuis longtemps. Mm. Comme ça, on est capable. Le haut dirigeant sera toujours le premier responsable. C'est toujours lui qui va passer commande. Mais souvent, s'il est moins à l'aise à gérer une crise, il peut s'entourer du monde qu'ils sont, puis il va être soutenu dans une prise de décision. Donc, il y a toutes sortes de choses qui doivent être considérées. Mais de l'autre côté, écoutez, on rentre là-dedans, on ne sait pas quand est-ce qu'on rentre, puis on ne sait pas comment on s'en sort non plus. Alors, pour moi, ça fait partie de certains aléas, mais c'est une forme d'apprentissage qu'on a fait. Moi, je te dirais, dans ta carrière, est-ce que tu as eu, justement, tu sais, quand il y a des moments comme ça, des fois que c'est un petit peu plus difficile, peut-être que c'était super challengeant, comment tu vas faire pour t'inspirer, continuer de rester aligné avec la personne que tu es, mais aussi avec les objectifs d'un PDG ou d'un gestionnaire ou d'un leader? D'abord, c'est de demeurer informé et actif intellectuellement, ça c'est clair. Donc, il faut être au service aussi du milieu qu'on a laissé, je pense, pour accompagner des gens. J'ai une douzaine de personnes que j'accompagne actuellement qui sont à différents niveaux du réseau, là, puis avec qui je chemine. Donc, puis je leur offre un soutien. Alors, pour moi, ça, c'est important. Puis, je disais, le niveau de la connaissance, faut pas hésiter à prendre une formation de temps en temps sur les nouveautés parce qu'il y en a à la tonne. Il faut comprendre ça. Donc, il faut rester très actif là-dessus. Et puis, moi, je me suis donné comme objectif que je devais documenter les gestionnaires de terrain de mieux en mieux. Donc, mon manuel a cette vocation-là, là, le manuel que j'ai produit. Et puis, pour moi, le premier objectif, c'était de permettre à ces gens-là non pas de lire un bouquin de couvercle à l'autre, mais de s'en servir, évidemment, comme un manuel. Donc, qu'est-ce que je ferai en matière de ressources humaines aujourd'hui? Voici le problème que j'ai. Tu t'envoies dans le bout de ressources humaines, puis je ne dis pas que j'avance tout, puis je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais du point de vue du généraliste, du point de vue du gestionnaire du terrain, que tu as besoin de savoir, voici le minimum. Après ça, tu iras voir les spécialistes avec tes questions. Les gens qui sont spécialisés en ressources humaines ou des gens qui sont spécialisés en comptabilité ou en finance. Mais comment tu te comportes, par exemple, pour gérer un budget avec une équipe de 30 personnes dans un réseau public ou parapublic, ou même dans un Ouais. établissement comme Desjardins ou n'importe quoi, là. Tu as un budget à gérer, là. C'est quoi tes choses minimales que tu dois considérer? Exact. C'est Non, dans mais cette optique-là que moi, je suis intervenu, mais aussi de permettre une grande. Tu sais, si tu as à démarrer une entreprise ou une corporation, comment tu peux t'aligner là, avec la vision, la mission, comment tu génères ça dans un groupe? Pour moi, c'était important. Donc, je devais
travailler pour accompagner ces gens-là sur 4 volets. C'est-à-dire le sens qu'on donne au travail, la gouvernance qu'on investit pour le soutenir. Ensuite, tout ce qui s'appelle, moi, comme gestionnaire, ben, j'ai un style, j'ai des habiletés de gestion puis des pratiques de direction que je dois mettre en place. Mais finalement, ben, des champs critiques là, que je dois aborder, ben, tu as la qualité, tu as les ressources humaines, tu as les finances, t'as la gestion des risques, les communications, partenariat. C'est des choses qui viennent animer tout ça. Alors, pour moi, c'était des éléments de base. Alors, tu prends ça, tu regardes ça, puis le livre qui s'en vient, ben, lui, il va davantage traiter de la gestion de crise, mais toujours du point de vue de la personne qui en rentre là-dedans. Le En matière de leader. gouvernance, Pour le leader de gestion de crise, là. oui, Ah, en matière de gouvernance, qu'est-ce que tu fais? Comment tu prédétermines ta gouvernance de gestion de crise? En matière de réactivité, c'est-à-dire les contenus, comment est-ce que je suis prêt? Donc, le plan de mesure d'urgence, les alliances que je dois avoir, le matériel que je dois avoir. Ensuite, l'action, comment je vais la gouverner? Quand je rentre dans la crise, comment je vais gérer ça? Et puis, tout ce qui s'appelle la donnée, parce que ça prend de la donnée pour gérer une crise. Alors, comment j'organise, moi, des Power BI pour me documenter quotidiennement, pour avoir l'information de pointe pour que je puisse prendre des décisions? Parce que dans une crise, la première erreur qu'on peut faire, c'est d'avoir la mauvaise information, puis de prendre, c'est ça qui va nous amener vers des mauvaises décisions. exactement. Il y a un nombre qui n'est pas correct, un pourcentage qui est mal ajusté, une réalité factuelle qui n'est pas bien décrite. Donc, il n'a pas passé le filtre d'une analyse préétablie de savoir est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé. Et puis finalement, ben, tout ce qui s'appelle le post-mortem, parce que le gros acquis de la pandémie, c'est qu'on a fait probablement des pas de géants dans de très grands secteurs d'activité où on n'aurait pu aller. Passer d'un conseil d'administration entièrement en papier à un conseil d'administration entièrement numérique. Mm. Ça prenait 2 à 3 adjointes administratives gérer un CA au préalable parce qu'il fallait monter des enveloppes pleines de documents et les faire parvenir, etc. Mais aujourd'hui, c'est fait sur un écran, ça. Tout ce qui s'appelle la télémédecine, on l'a vu passer, là. Les médecins qui peuvent offrir des services à distance. Il y en avait, mais c'était jamais éclaté comme c'est aujourd'hui. Puis, ça permet de l'accessibilité supplémentaire. Et il y a l'ensemble d'autres éléments comme ça qui ont été avancés, notamment l'embauche. Dans le secteur public, ça prenait jusqu'à 2 mois à embaucher quelqu'un. C'est Et excellent. on a pu le faire en 2 jours. On a pu le faire en 2 jours. Fait que, il y a des apprentissages qui peuvent être faits là-dedans qui sont très importants. Ça On n'a serait pas quoi ce mortel. maintenant? Oui, c'est ça. Ce serait quoi les principaux les principaux conseils que vous pourriez donner? Parce que là, c'est sûr qu'on est allé du leader de gestion de crise, on est allé du côté aussi plus de l'entrepreneur que vous avez développé. On a parlé aussi là, de, oui, la qualité de l'information qu'il va falloir aller chercher pour prendre les bonnes décisions. Pour moi, je pense que ça s'applique dans tous les domaines, gestion de crise ou pas. Si on a la bonne information, ben ça va amener une qualité de décision, mais aussi une bonne connaissance. Il faut qu'on connaisse où on s'entoure de gens experts qui vont nous aider à prendre ces bonnes décisions-là. Ça serait quoi on s'en va vers la fin de l'entrevue, ça serait quoi les meilleurs conseils ou le plus grand conseil que vous pourriez donner à un entrepreneur qui est en situation de croissance puis il vit un chaos un peu, là, je dis semi-contrôlé souvent parce qu'il essaye de contrôler, mais des fois, l'avion tend d'un côté, tend de l'autre. Donc, c'est une question de conviction. Donc, c'est quoi mon objectif professionnel? C'est quoi mon objectif d'entreprise? Ça ne doit pas être ébranlé. Alors, à moins de remettre en question ces fameuses convictions. Donc, c'est quoi ça? Une fois que c'est fait, là, puis tu es assis dans ta chaise, là. Moi, en pleine crise, à un moment donné, j'étais dans mon bureau. Qu'est-ce que je fais, là? Je suis ici pourquoi? Est-ce que je sors du bateau ou je reste dans le bateau? J'ai décidé de rester. Mais il y a ça. Puis ensuite, ben, euh, de l'ordre des moyens que je peux prendre pour aller de l'avant, c'est quoi? Et c'est là qu'on manque souvent d'originalité un tout petit peu, mais je dis pas ça pour juger, c'est juste que dire à un moment donné, est-ce que les moyens que je suis en train d'utiliser pour atteindre mes objectifs sont les moyens qui seraient les plus intéressants? Donc, passons d'un mode qui est plus conventionnel à un mode qui est plus original, souvent. Mm. Mais je dis ça, mais en fait, ça dépend de chacune des personnes. Il y a des personnes qui vont se sécuriser, par exemple, dans une organisation, puis je veux dire, il faut reconnaître ça aussi. Il y a des entreprises qui trouvent un équilibre à un moment donné où les gens tirent leur profit, ont un avantage, puis ils ont atteint un niveau de croissance, puis ils ne veulent pas dépasser ça. Puis ça dure depuis des années, puis tant mieux pour eux. Dans le commerce au détail, on voit ça beaucoup, dans des boîtes de consultation. À un moment donné, on a atteint comme une vitesse de croisière, on regarde ça. Bon, superbe. Mais une petite entreprise qui est en développement,
ben, il y a des choix à un moment donné à faire, mais ceux-là doivent être faits sur nos convictions, sur je discutais à un moment donné avec un entrepreneur, puis je fais ça beaucoup ces jours-ci, et qui me disait, moi, c'est mes valeurs. Je suis assis ici, puis je suis tombé de mon emploi dans le commerce, puis je suis tombé à zéro. Et là, je recommence, puis voici comment je veux servir des personnes. Et là, ben, je vais y aller tranquillement, mais je vais atteindre mon objectif. Puis, tu vois, cette personne-là est dans les moyens, puis là, elle innove, puis elle innove, puis il arrive quelque chose, elle innove encore, puis là, ça décolle pour vrai. Alors, faut avoir de la résilience, de la persévérance, mais il ne faut pas oublier, c'est une question de motivation, puis d'investissement. Et quand on parle d'investissement, mais il y a on se dit on va investir financièrement au maximum, oui, c'est une chose, mais c'est quelque chose d'encore plus important, c'est moi comme investissement, ma qualité de présence au projet, ma motivation à le tenir, puis ma capacité aussi à maintenir tout ça, puis à le faire croître, parce qu'au départ, les gens ne croient pas à ce que tu crois, c'est toi qui y crois. Tu as assez de capacité pour vendre ça aux gens qui t'entourent. Hein. Et là, c'est des clients, mais en même temps, c'est un partenaire, en même temps, c'est un banquier qui va intervenir pour te soutenir, c'est une subvention gouvernementale pour du R&D, du crédit d'impôt, c'est comme ça que ça va croître, là. Exactement. Excellent. Fait que je retiens, il faut avoir des convictions, nos objectifs personnels, professionnels, mais prendre surtout les moyens pour s'y rendre, puis de se poser des fois la question, peut-être pas prendre le premier moyen du bord, comme on dit, mais de regarder pour être peut-être plus innovateur dans les moyens pour s'y rendre, puis d'avoir comme force la résilience, la motivation. Et le plus important, c'est investir soi-même dans tout ça. En effet. Excellent. Fait qu'en finissant, est-ce que vous avez une fameuse quote ou une phrase clé que vous chérissez particulièrement? Mais pour moi, c'est la bienveillance. C'est la bienveillance, un seul mot. Parce que quand on se lance dans une entreprise, une organisation, la première chose laquelle on doit être bienveillant, c'est soi-même. C'est parce que si j'ai un problème de santé en cours de route parce que je me déploie trop intensément, puis ben, ça ira pas plus loin. Là. Donc, il faut que plusieurs articles dans les journaux récemment parlent de la santé des entrepreneurs et des Ouais. gestionnaires. Donc, je pense que c'est la première chose. Mais la deuxièmement, c'est la bienveillance de notre clientèle. Donc, on est là pour ça. Dans l'entreprise, vous êtes là pour aller chercher des profits à cette clientèle-là, puis auprès de cette clientèle-là, puis faire croître votre entreprise sur une mission. Et dans le secteur public, on est là pour servir cette clientèle-là, puis lui offrir un service de qualité au bon moment. Alors ça doit être au centre de nos préoccupations. Mais la bienveillance, ça devient un mot-clé. En même temps, pour les ressources que j'ai réussi à obtenir ou qui me sont confiées, parce que si je dilapide les ressources qui me sont confiées, par exemple, dans le secteur public, partout où je suis passé, j'ai généré un équilibre budgétaire, partout. Parce que je me disais, l'équilibre budgétaire dans le secteur public, On c'est va la protéger richesse. les jobs. Ben, on protège les jobs, puis en même temps, on se protège pour avoir du développement. Si tu es en déficit, tu dois lutter contre ton déficit. Et ça, c'est un sacrifice qui doit être fait préalablement au fait d'être en déficit. Tu calcules tes finances pour rentrer dans ton budget le plus possible. J'ai toujours fait ça partout où je suis passé. Donc, Mais je pense que la c'est même bienveillance, dans les business aussi, c'est ce qu'il faut. Oui, il faut investir, comme vous avez dit au début, mais à un moment donné, il ne faut pas investir les yeux fermés. Il faut essayer de non. voir, OK, à petit, ça donne ça. Puis moi, je dis souvent, si tu investis 2 puis ça t'en rapporte 4, bien, investis-en 4, puis 10, puis 8, puis ça va t'en rapporter plus. Mais si tu ne mesures pas qu'est-ce que ça peut te rapporter, cet investissement-là, ben, à un moment donné, tu n'investis pas, tu dépenses. Puis au premier chef, les ressources humaines. C'est qu'à un moment Ouais. donné, actuellement, on a une raréfaction de main-d'œuvre. Alors, comment est-ce que la notion de bienveillance en GRH peut être adaptée à un contexte de travail qui va faciliter différents éléments, là. Je vois plusieurs entreprises, entre autres, actuellement, qui ont le concept des horaires de travail est totalement chamboulé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'horaire au bureau, les gens travaillent pour rencontrer leurs clients comme ils peuvent. Ils peuvent prendre rendez-vous dans leur bureau qui est réservé à plusieurs personnes en même temps. Tu rentres plus dans un bureau avec les photos de famille de ton collègue puis tout ça. Là. Tu rentres dans un bureau qui est standard, que tu as une pièce pour aller travailler, mais il y a 20 personnes qui en profitent. Alors, de sorte que ça, c'était impossible il y a à peine 3 ou 4 ans, ce concept-là. Ça aurait pris beaucoup, beaucoup de travail à le faire émerger, mais je pense que là, on est cette bienveillance-là, aussi la gestion des infrastructures, ça réduit l'overhead, ça réduit les coûts de fonctionnement, ça donne lieu à un meilleur investissement. Hmm. Parfait. Excellent. Ben, merci beaucoup, Christian, de tes partages puis de tes bons conseils aujourd'hui. J'apprécie
que tu aies accepté mon invitation. Je vais inviter les gens aussi à te suivre, à aller voir un peu pour tes différents livres. Donc, je vais les mettre dans les détails, ton site web, puis aussi comment se procurer ton livre assurément. Donc, merci infiniment, puis on Merci. se dit à très bientôt. Merci.